Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer avec un petit retard initial dû aux facéties de l'entrée sur site. Donc, nous commençons cette deuxième journée de colloque avec une intervention de Monsieur Arnaud Baudin, donc, qui va nous parler du traité de Troyes, un traité aux multiples exemplaires et à la vie mouvementée historiquement si important pour la France. Et donc, c'est lui qui a l'honneur d'ouvrir cette deuxième journée consacrée essentiellement à des interventions de type scientifique, on va dire, et non plus institutionnelles. Enfin, voilà, donc je rends le micro et nous commençons. Merci. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs, merci à Laurent Hablot pour l'organisation de ces deux journées et leur invitation. Donc, pour cette communication sur le traité de Troyes, qui constituera, vous m'en excuserez, en fait une synthèse plus qu'autre chose parce que le dossier est quand même particulièrement bien connu. Mais voilà, il pose encore peut-être quelques questions sigillographiques que l'on évoquera à la fin de l'exposé essentiellement. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France à perpétuelle mémoire, convient que, pour réintégrer la paix et ôter les dissensions des royaumes de France et d'Angleterre, plusieurs notables et divers traités, qui au temps passé ont été faits entre nos nobles progéniteurs de bonne mémoire, et ceux de très haut prince et notre très cher fils Henri, roi d'Angleterre, héritier de France, et aussi entre nous et notre dit fils, n'est apporté le fruit de paix pour ce désir, savoir faisons à tous présents et à venir que néanmoins, nous, considérant et pesant en notre cœur qu'en grand et irréparable mot, qu'en énormité et que la douloureuse plaie universelle et incurable, la division des deux royaumes de Sudie a jusqu'ici mis et apporté, non pas tant seulement aux 10 royaumes mais à toute l'Église militant, nous avons naguère repris traité de paix avec notre dit fils Henri, auquel, à la parfum, après plusieurs collations et parlements des gens de notre conseil, y celui octroyant et donnant effet à nos désirs, qui promet paix aux hommes de bonne volonté, entre nous et notre dit fils à l'œuvre de la dite désirée paix est conclu, est accordé. Le traité de Troyes appartient à ces temps de l'histoire qui, dans la mémoire collective, sont associés à la capitulation face à un ennemi étranger. De fait, dans l'historiographie, le honteux traité a longtemps été associé à une tentative de coup d'État de quelques années qui avorta grâce à l'intervention providentielle de Jeanne d'Arc. Cette présentation, quelque peu surannée, sous-tend la vision que ce traité ne constitue qu'un épisode exceptionnel à l'intérieur de la guerre de Cent Ans. En réalité, l'historiographie récente, portée notamment par les travaux de Philippe Contamine, Anne Curie, Jean-Marie Meuglin et Guylain Brunel, montre comment, pour reprendre les mots justement de Jean-Marie Meuglin, je cite, ce traité a été la clé de voûte d'une tentative audacieuse de refondation politique du royaume menée de manière conséquente pendant au moins 10 ans par la double monarchie. À l'occasion du 6e centenaire de ce traité en 2020, le département de l'Aube avait eu l'audace de commémorer à Troyes ce moment charnière de la guerre de Cent Ans et la chance de pouvoir y présenter notamment l'exemplaire conservé ici même aux archives diplomatiques. Et de cette exposition, montée bon an mal an en pleine pandémie, il reste un catalogue et les actes des 5 journées d'études parus ce printemps même et qui nourrissent en grande partie donc les 3 points de mon exposé de ce matin. Donc dans un premier temps, je reviendrai sur le contexte politique du traité de Troyes, puis dans un deuxième moment, j'évoquerai le dossier documentaire et tous les documents que nous conservons de ce traité. Et enfin, j'aborderai les questions purement sigillographiques. Alors, les circonstances de la conclusion du traité sont bien connues, je vais les résumer. Elles montrent en elles-mêmes la volonté d'Henri V d'exploiter cette situation tout à fait inédite qui est issue de l'assassinat à Montereau, le 10 septembre 1419, du duc de Bourgogne, Jean sans peur, avec l'accord du dauphin, ou en tout cas peut-être même avec sur son ordre. Et ainsi, le rêve d'Édouard III de faire main basse sur la couronne des Lys pouvait devenir possible pour le nouveau roi d'Angleterre. La stratégie d'Édouard III, en effet, avait été matérialisée en 1360 à Brétigny et consistait à continuer à revendiquer le royaume de France tout en laissant entendre qu'au nom de la paix, il pourrait y renoncer au profit de la concession d'un vaste duché d'Aquitaine en toute souveraineté. Mais avec la reprise de la guerre de Cent Ans par Charles V, le traité de Brétigny avait fait long feu. Et à la fin du XIVe siècle, la situation était celle d'une succession de trêves entre les deux royaumes, le tout doublé d'un mariage fragile entre Richard II et Isabelle de France, fille de Charles VI,
rapidement condamné à l'échec avec la chute de Richard II en 1399. Arrivé sur le trône, Henri V de Lancastre, en quête de légitimité politique, reprend la stratégie de son ancêtre, laisser entendre lui aussi qu'il pourrait renoncer à son droit à la couronne de France au nom de la nécessité de la paix, pourvu qu'on lui restituât la souveraineté sur les anciennes possessions des Plantagenets dans le sud-ouest aquitain. Profitant de la guerre civile qui divise depuis l'assassinat à Paris de Louis d'Orléans, donc le frère cadet de Charles VI, par Jean sans Peur en 1407, le clan du comte d'Armagnac, donc à ceux du duc de Bourgogne, cette guerre civile qui éclate donc à ce moment-là, Henri V va tenter de rallier à lui l'une des deux parties sans parvenir à les convaincre pour autant d'accepter ses prétentions territoriales. L'assassinat de Jean sans Peur à Montereau vint modifier radicalement la situation. La revendication du royaume de France devenait possible désormais pour le roi d'Angleterre, un objectif politique tout à fait réalisable. Alors, la reconstitution des étapes de la conclusion du traité 3 montre comment Henri V a, dès l'annonce du meurtre, modifié sa stratégie et l'a fait accepter au duc de Bourgogne et à Isabelle de Bavière. Ces derniers n'avaient en réalité pas vraiment le choix, pas de solution alternative. Philippe le Bon réclamait vengeance pour l'assassinat de son père à Montereau et ne pouvait donc envisager la paix avec le clan du dauphin. Et par ailleurs, Isabelle de Bavière était politiquement trop affaiblie pour pouvoir s'y opposer. Donc, dès la deuxième quinzaine de septembre 1419, Henri V pose ses conditions au gouvernement royal et au duc de Bourgogne. Charles VI resterait nominalement roi de France jusqu'à sa mort, mais le pouvoir effectif reviendrait au roi d'Angleterre. Et lui-même, Henri V, épouserait Catherine de France et serait reconnu nouveau roi à la mort de Charles. Le 2 décembre 1419, Philippe le Bon va sceller des lettres patentes dans lesquelles il reprend les conditions d'Henri V en les déclarant raisonnables et constructives, je cite. Et vers le milieu du mois de décembre, le gouvernement royal les accepte à son tour, Isabelle de Bavière également, qui s'est installée à Troyes dans l'intervalle. Et le 17 janvier 1420, des lettres patentes du roi Charles VI sont diffusées dans tout le royaume. Charles VI y condamne la perfidie, la trahison du dauphin, qui, par son acte inconsidéré, a rendu impossible la défense du royaume contre le roi d'Angleterre. De février à mai 1420, avec l'aide de Jean Drinel, notaire et secrétaire de Charles VI, on affine les derniers détails du traité, écrits en latin et en français, ainsi que la mise en forme du rituel du traité, c'est-à-dire l'organisation de la rencontre, au cours de laquelle les deux rois doivent échanger des gestes d'amour et d'amitié et se remettre mutuellement les exemplaires du traité en présence des grands du royaume. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, arrive à Troyes le 23 mars 1420. Il est accompagné d'une ambassade anglaise. On avance dans la mise au point du traité avec de nouveaux amendements, et c'est ce projet qui va être lu le 29 avril dans la grande chambre du Parlement à Paris et qui est soumis à Henri V à Pontoise par une ambassade française. Et dès lors, le roi d'Angleterre peut rejoindre la Champagne. Il gagne Troyes en passant par Charenton, Provins, Nogent-sur-Seine, et il fait son entrée dans la cité troyenne le 20 mai. Il est accueilli par le duc de Bourgogne, ainsi qu'un groupe de seigneurs et de chevaliers, par le chancelier Jean Leclerc, les évêques, d'autres membres du clergé, des membres de la cour, et il rend aussitôt après son arrivée visite à Charles VI qui réside à ce moment-là dans la grande salle, dans l'ancien palais des comtes de Champagne. Et donc la rencontre a lieu dans la grande salle du palais pour des échanges de dernière minute. Henri est logé près de la place du marché, dans l'ancien quartier des Foires. Charles VI et le duc de Bourgogne semblent résider ensemble dans le même hôtel, dans le même quartier des Foires, tandis que Isabelle de Bavière et Catherine de France ont dû déménager de l'hôtel de la Monnaie vers le couvent des Cordeliers. La cérémonie prend place le mardi 21 mai 1420 dans le cœur de la cathédrale de Troyes, alors en reconstruction, parce que la cathédrale, comme tout le quartier cathédral, avait brûlé en 1188, et donc la reconstruction prend beaucoup de temps, et en 1420, on a à peine achevé les travaux du chœur et de la première travée de la nef. Donc en présence d'Henri V, d'Isabelle de Bavière, mais en l'absence de Charles VI, indisponible en raison de sa maladie, en présence également de Philippe le Bon, on va lire au maître-autel un acte en français de Charles VI par lequel il déshérite son fils, le dauphin Charles, et lui substitue le roi d'Angleterre, dès lors régent de son royaume et son héritier. On lit ensuite un acte en latin dans lequel Henri V reprend une à une les clauses du précédent document où figure, scandant tout le texte, l'expression concordatum est.
Les deux parties s'engagent par serment sur les évangiles d'observer le traité, de même que l'aîné des frères d'Henri V, Thomas, duc de Clarence, et le duc de Bourgogne. Et enfin, conformément aux clauses 30 et 31 du traité, on s'échange des lettres patentes. Des sceaux sont apposés sur les deux copies déjà préparées, après quoi il est procédé à la promesse de mariage entre le roi d'Angleterre et Catherine de France, et l'accord est proclamé dans la nef pour que le peuple en prenne connaissance, puis en français dans la ville et en anglais pour l'armée anglaise. 11 jours plus tard, le 2 juin, a lieu dans l'église Saint-Jean-au-Marché de Troyes le mariage entre Henri V et Catherine de France sous les auspices d'Henri de Savoisie, l'archevêque métropolitain de Sens. J'en viens à mon second point, donc sur la présentation du dossier documentaire du traité. Le traité de Troyes a pour particularité d'avoir été conservé donc en un grand nombre d'exemplaires originaux et copies, ce qui témoigne de la diversité des parties concernées par sa ratification et son application. Nous disposons donc de 2 exemplaires originaux en latin de ce traité intitulé au nom d'Henri V, de 3 exemplaires originaux intitulés au nom de Charles VI, 1 en latin et 2 en français. Si l'on se place du côté français, il est logique de retrouver l'exemplaire anglais le plus solennel, encore scellé au sein des layettes d'Angleterre, du Trésor des Chartes des rois de France. C'est donc l'exemplaire que vous avez sous les yeux. Du côté anglais, sont conservés 2 exemplaires en français, l'un encore scellé, l'autre en mauvais état, quoique celui qui est encore scellé ne soit pas non plus de toute première fraîcheur. Dans le fond, donc, ils sont conservés dans le fond des documents diplomatiques provenant des archives de l'Échiquier, donc aujourd'hui conservés à Kew aux archives nationales britanniques. Par ailleurs, il reste aussi un exemplaire en anglais du traité dans les archives de la Chambre des comptes du duc de Bourgogne, qui ont absorbé le trésor des chartes ducales. Donc, ce traité est conservé à Dijon aux archives départementales de la Côte d'Or. Et ce traité est conservé avec le traité d'Arras, non pas le traité d'Arras de 1435, mais le premier traité d'Arras, celui de décembre 1419, qui avait été conclu entre Henri V et Philippe le Bon. Et donc, il voisine avec la ratification du traité de Troyes par le duc de Bourgogne lui-même. Enfin, un exemplaire intitulé Au nom de Charles VI, rédigé en latin et encore scellé, a intégré la série des traités des archives diplomatiques, ici même donc à la Courneuve. Et sa présence dans ce fonds étonne si l'on considère que l'ensemble des traités médiévaux concernant le roi de France sont conservés, en tout cas avant le XIVe siècle, dans le trésor des chartes des archives nationales. Et selon l'hypothèse de Guylain Brunel, il s'agirait de l'exemple remis au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et prélevé dans les archives bourguignonnes lors de l'organisation du dépôt des affaires étrangères par le marquis de Torcy en 1710. En France, les actes royaux suivent des circuits multiples pour être validés par les organes du gouvernement et enregistrés pour en garder la mémoire. Toute charte à valeur perpétuelle est ainsi destinée à être copiée depuis le règne de Philippe le Bel dans les registres de la chancellerie royale. La version française intégrale du traité a bien été enregistrée sous une forme soignée, reprenant les caractéristiques formelles de l'expédition originale, une écriture de grand format, de large marge, avec également un marquage calligraphique, une série d'items qui scandent l'intégralité du texte. L'intérêt de cette copie est de donner le circuit qui a suivi l'acte avant sa transcription dans le registre de la chancellerie. Sur le repli de l'acte original, il est indiqué que le traité a d'abord été lu, rendu public et enregistré à la Chambre du Parlement le 30 mai, donc une dizaine de jours après le traité. Au dos de l'acte, 3 mentions précisent qu'il a été publié au Châtelet de Paris le 1er juin suivant, en présence du prévôt, qu'il a été lu et publié le 3 juin dans l'église des Mathurins de Paris devant tout le corps universitaire, soit les membres des facultés de théologie, droit et médecine, qu'il a été lu et publié enfin le lendemain dans l'église Saint-Julien-le-Pauvre, devant le recteur et les procureurs des 4 nations de l'université, donc France, Picardie, Normandie et Angleterre. Les Anglo-Bourguignons assuraient ainsi l'acceptation du traité par l'ensemble des corps constitués parisiens. L'exemplaire français faisait loi. Pardon, l'exemplaire en langue française faisait loi. Ce fut la seule version enregistrée à la chancellerie de Charles VI. Ce fut la première version enregistrée au Parlement, avant le formulaire du serment, puis la version en latin, dont le préambule stipule qu'il s'agit de la paix, inter reges Frantiae et Angliae, in latino, que non fuit lecta in curia, sed solum in gallico.
donc paix entre les rois de France et d'Angleterre, en latin, qui n'a pas été lu à la cour, mais seulement dans sa version en français. À la suite des traités, intitulés au nom du roi de France, le Parlement a enregistré la version anglaise en langue latine. La Chambre des comptes de Paris fit de son côté son propre enregistrement, mais seulement du traité de Charles VI en français et celui d'Henri V en latin. Les copies authentiques du traité sont sans doute plus nombreuses que cette liste. On en trouve une version en français au Grand Cartulaire de la ville de Troyes, que vous avez à l'écran. Seule trace d'ailleurs du traité dans le fond des archives municipales troyennes. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que ce traité, ce texte, est le seul au sein du cartulaire à ne pas avoir été orné d'une lettre initiale, comme l'ensemble des autres textes, voilà, comme si se perpétuait sur lui la mémoire du contexte de sa passation. Autre exemple, celui de l'exemplaire anglais du traité conservé au Trésor des Chartes, qui ne constitue que la première pièce d'un petit dossier qui débute par le vidimus en latin de l'exemplaire de Charles VI en français et se poursuit par 4 autres documents relatifs aux prestations de serment entre 1420 et 1422 des habitants de Montereau, de Montreuil-sur-Mer, d'Abbeville et aussi de Thibaut de Soissons, seigneur de Moreuil. En effet, dans la foulée de la rédaction du traité, est mis au point un formulaire de serment dont un exemplaire sur papier est encore conservé dans les archives anglaises. Les termes de ce document anonyme, qui découle de la 13e clause du traité de Troyes, sont en tout point semblables au modèle du serment validé et scellé par Charles VI à Troyes le 21 mai 1420, enregistré, on l'a vu, donc au Parlement de Paris le 30 mai. Il est la base des serments dont les officiers royaux, le prévôt de Paris, les baillis, les sénéchaux, assurent la diffusion. Il restait donc à faire ratifier le traité par les parlements des 2 royaumes. En Angleterre, l'approbation de la paix finale et perpétuelle est notifiée par un rouleau du Parlement, celui donc, que vous avez à l'écran, qui insiste sur la nécessaire ratification des 3 États, donc clercs, nobles, villes et communautés, dans les 2 royaumes. Il mentionne la réunion des États généraux à Paris, en l'hôtel Saint-Paul, le 6 décembre 1420, et leur ratification le 10 décembre, puis celle du Parlement anglais au palais de Westminster le 2 mai 1421, en présence d'Henri V. Voilà pour ce qui constitue donc le dossier de ce traité de Troyes. Donc j'en viens à mon 3e point, qui va s'intéresser donc à la mise en forme des actes du traité et à leur scellement. Les différentes expéditions conservées témoignent du soin apporté à la rédaction du document, conformément aux usages des chancelleries royales françaises et anglaises, donc des parchemins de grand format, de large marge, un grand repli. La version la plus spectaculaire du traité est la charte de Henri V, conservée aux Archives nationales au sein du Trésor des Chartes, où on voit notamment cette fabuleuse lettre initiale, H, extraite du texte, de manière à lui donner un effet visuel particulièrement fort. Donc une lettre H surmontée de la couronne, sur laquelle on a inscrit les mots en latin, foi, paix, justice, qui sonne donc comme un programme de gouvernement pour Henri V. La lettre elle-même associe sur la haste les lys de France et sur la panse les léopards d'Angleterre, en un parti héraldique finalement qui est celui des armes d'Angleterre adopté par Édouard III à Gand en 1340. Cet exemplaire décoré du traité de Troyes s'inscrit parfaitement dans la tradition des chartes royales anglaises, dont l'illustration est coutumière depuis la seconde moitié du XIIIe siècle et où le dessin à l'encre et les grisailles prennent de l'essor à partir du règne d'Henri IV. En revanche, seul l'exemplaire destiné à Charles VI a bénéficié de cette décoration. Celui qu'a reçu le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, n'est qu'un duplicata. La conception et la supervision de la réalisation de ces 2 actes sont dus au notaire anglais Richard Sturgeon, le clerc de la couronne, gradué de l'université d'Oxford, qui a apposé sa signature sur la dernière ligne des 2 exemplaires après la mention de commandement royal per ipsum regem. Les versions françaises du traité, quant à elles, n'ont pas reçu de traitement particulier par rapport à la production habituelle des chartes du souverain, qui ont été bien connues par les travaux de Guylain Brunel. Et en effet, il n'était pas d'usage pour les actes diplomatiques d'apporter un soin particulier d'ornementation aux actes royaux. Les mentions hors teneur qui ont été apposées sur les replis sont quant à elles coutumières de la chancellerie française. D'abord la mention de commandement de l'acte, per regem in suo consilio, puis la signature et le visa du notaire instructeur, donc Jean Drinel, que vous voyez ici sur ce document.
Des 4 exemplaires originaux conservés, seuls 3 portent encore l'empreinte du grand sceau, dont la position est annoncée d'une part dans les items 33 et 34 que je vous lis. Donc, 33 items est accordé que nous, sur les choses dessus dites et chacune d'icelles, outre nos lettres patentes scellées de notre grand sceau, donnons et ferons donner à faire à notre dit fils, le roi Henri, lettre patente, approbatrice et confirmatoire de notre dite compagne, de notre dit fils, Philippe, duc de Bourgogne et des autres, de notre sang royal, des grands seigneurs, barons, cités et villes à nous obéissants, desquels en cette partie notre dit fils, le roi Henri, voudra avoir lettre de nous. Et dans l'item 34, que semblablement notre dit fils, le roi Henri, pour sa partie, outre ses lettres patentes, sur ces mêmes choses scellées de son grand sceau, nous fera donner et faire lettre patente approbatrice et confirmatoire de ses très chers frères et des autres de son sang royal, des grands seigneurs barons et des cités et villes à lui obéissants, desquels en cette partie nous voudrions avoir lettre de notre dit fils, le roi Henri. La procédure de validation fut effectuée après le serment prêté par chacune des parties sur le maître-autel de la cathédrale de Troyes, comme l'indique l'annonce de la date de l'exemplaire d'Henri V, datum in ecclesia cathedrali beati Petri Trecensis, et ainsi écrit dans la formule de corroboration, toutes lesquelles et chacune des choses dessus dites écrites, nous, Charles, roi de France, dessus dit, pour nous et nos héritiers, en tant que pourra toucher nous et nos 10 héritiers, sans dol, fraude, avons promis et promettons, juré et jurons en parole de roi, aux saints évangiles de Dieu, par nous corporellement touchés, faire, accomplir et observer, et que Issel feront par nos sujets accomplir et observer, et aussi que nous, nos héritiers, ne verront jamais au contraire des choses dessus dites, ou d'aucune d'Issel en quelque manière, en jugement et hors jugement, directement ou par oblique, ou par quelconque couleur exquise, et afin que ces choses soient fermes et stables, perpétuellement et à toujours, nous avons fait mettre notre sceau à ces présentes lettres. On présenta donc les copies qui avaient été préparées en chancellerie, et on y apposa les sceaux des 2 souverains. Alors, s'agissant d'un texte à valeur perpétuelle, c'est le débat que nous avons eu hier, les exemplaires de Charles VI ont été scellés selon les usages de la chancellerie royale française par maître Jean Leclerc, nouveau chancelier du roi de France, qui venait juste de rentrer en fonction. Il sera destitué par Jean de Lancastre en 1425. Et donc, on a scellé de cire verte sur la de soie rouge et vert, l'acte de Charles VI. Quant à celui d'Henri V, il a été scellé de cire verte sur cordelette de soie bleue et rose. Charles VI n'a eu durant tout son règne qu'un seul grand sceau, bien connu, un sceau de 109 mm de diamètre, connu dès 1381 pour sa première empreinte, mais probablement en service dès le 6 novembre 1380, comme l'a montré le corpus des sceaux de roi de Martine d'Alas. Donc, soit 2 jours après la cérémonie du sacre de Reims, il disposait déjà de cette matrice. Le roi y figure selon la représentation de majesté en usage depuis Henri Ier, donc assis sur un trône sous un dais, couronné, vêtu de la dalmatique et d'un manteau, les pieds reposant sur 2 lions couchés, et il tient le sceptre et la main de justice, tandis que la légende rappelle qu'il est Carolus Dei Gratia Francorum Rex. Le contre-sceau d'un diamètre de 36 mm, en épigraphe, montre un ange à mi-corps, nimbé, portant l'écu à 3 fleurs de lys, suspendu autour du cou par une guiche et tenant un sceptre et une main de justice. Ce contre-sceau fut parfois employé seul, plaqué, afin de valider certaines instructions venues du Grand Conseil. La véritable curiosité sigillaire du traité de Troyes réside dans la matrice utilisée pour le scellement des exemplaires d'Henri V. Le roi d'Angleterre usait depuis son avènement en 1413 du grand sceau mis en service par son père Henri IV en 1399, le montrant en majesté sur l'avers, couronné, assis à l'intérieur d'un ensemble multicompartimenté portant, outre les emblèmes du souverain, dans des écus ou des bannières de France et d'Angleterre portées par des hommes d'armes. On avait donc la représentation de la Vierge à l'Enfant, de Saint-Michel, de Saint-Georges, ainsi que des rois Édouard et Edmond, et enfin une représentation du tétramorphe. La légende proclame qu'il est Henri, roi par la grâce de Dieu, d'Angleterre et de France, et seigneur d'Irlande. Au revers de ce sceau biface, le sceau se présente dans une représentation équestre,
l'écu et la housse aux armes écartelées de France et d'Angleterre avec la même légende que sur le premier côté. Pour autant, ainsi que l'a remarqué Christopher Allemand dans sa biographie d'Henri V en 1992, ce n'est pas ce sceau d'Henri IV et d'Henri V qui est apposé au traité de Troyes, mais l'exemplaire du traité, l'exemplaire du sceau d'Édouard III, qui avait été apposé le 8 mai 1360 au bas du traité de Brétigny. Et donc, sur ce sceau, en Édouard III, qui en fait c'était le 7e grand sceau d'Édouard III, et le roi d'Angleterre y figurait en majesté, donc dans un encadrement beaucoup plus simple que les sceaux d'Henri IV et d'Henri V, un encadrement gothique néanmoins, entouré donc de la Vierge et de Saint-Georges, de part et d'autre les écus de France et les cartelets de France et d'Angleterre, et il abandonnait, du fait du traité de Brétigny, son titre de roi de France et d'Angleterre, qu'il portait depuis 1340, et donc la proclamation de Gand. Il en revenait simplement au titre de roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et d'Aquitaine. Et donc ce sceau avait été conservé, ça c'est la première remarque, par Henri IV lors de son avènement en 1399, sans doute pour rappeler sa filiation avec son grand-père, Édouard III, puisque son père Jean de Gand était le 3e fils d'Édouard III. Et donc, dans sa quête de légitimité après la déposition de Richard II, ça lui permettait de rester s'inscrire dans la lignée d'Édouard III. La légende, naturellement, de la matrice avait été retaillée afin de faire correspondre le prénom du souverain. Et au début de l'année 1420, dans le cours des négociations que j'évoquais tout à l'heure de la préparation du traité de Troyes, Henri V avait donc sans doute donné l'ordre de rapatrier la matrice de Londres, la matrice donc qui avait servi à sceller le traité de Brétigny, avec laquelle donc il avait volonté de sceller le traité de Troyes, donc un acte prémédité, pensé par Henri V, mûrement réfléchi, et qui lui permettait finalement d'établir ce que le traité de Brétigny avait échoué à faire, c'est-à-dire rétablir la paix entre les deux royaumes de France et d'Angleterre, et en contrepartie, Henri renonçait à sceller de son propre grand sceau un traité de Troyes qui faisait de lui l'héritier du trône des Lys. Le lendemain, 22 mai 1420, une lettre est rédigée en anglais par les clercs d'Henri. Le roi la scella de son sceau, cette fois-ci, son propre grand sceau, et elle fut envoyée au plus jeune frère du roi, Humphrey, duc de Gloucester, président du conseil de régence, et au reste du conseil royal, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas avec lui à Troyes au moment du traité. Cette lettre informait le gouvernement d'Angleterre de la signature du traité et de son contenu. Elle permet par là de confirmer le déroulement des événements des 2 jours qui ont précédé, y compris les fiançailles. Une copie du traité de Troyes y était jointe, avec ordre de le proclamer à Londres et dans tout le royaume d'Angleterre. Un programme était attaché à la lettre du roi, indiquant le nouveau titre par lequel Henri serait connu durant la vie de Charles. Cette formulation était donnée en latin, en anglais et en français. La lettre donnait l'ordre de modifier les sceaux royaux en Angleterre, en Irlande ainsi qu'en Guyane. J'en viens à ma conclusion. Alors, ce traité de Troyes a été présenté par ses partisans comme la paix finale et générale. Ce traité qui est plus tard dénoncé comme honteux par ses détracteurs, finalement, loin de mettre un terme à la guerre de 100 ans, cet acte diplomatique consacre la suprématie anglaise sur une grande partie du royaume de France, 5 ans après la bataille d'Azincourt. Pour autant, malgré la naissance d'un enfant, le futur Henri VI, roi pour les 2 couronnes à partir de 1422, et donc dont vous voyez le sceau qu'il fera graver ou qu'on fera graver pour lui à sa naissance, et que reproduiront avec cette emblématique de la double monarchie l'ensemble des monnaies royales anglaises, eh bien, la reconquête progressive du royaume, grâce à l'action conjuguée des capitaines restés fidèles et à la chevauchée johannique, rend ce traité caduc dès 1429 finalement. La fin de la guerre civile entérinée à Arras en 1435 permet à Charles VII d'engager la pacification de ces territoires. Le 11 avril 1564, un second traité de paix est signé à Troyes entre la France et l'Angleterre. Ce second traité a été pendant longtemps oublié
des études historiques jusqu'à l'article qui consacre Sophie Tégédor dans les actes des journées d'études qui viennent de paraître. Et elle montre justement en quoi cet accord de 1564 a été négocié donc, entre deux jeunes souverains, Élisabeth Ier, d'un côté, fille d'Henri VIII, qui gouverne depuis 1558, et Charles IX, que sa mère Catherine de Médicis entraîne dans un grand tour de France, bien connu, pour lui faire découvrir son royaume, alors qu'une autre guerre civile est en train d'éclater depuis le massacre de Vassy quelques années auparavant. Pour autant, outre le lieu, le lieu de la signature et la nationalité des signataires, Sophie Tégédor montre que ces deux traités de 1420 et 1564 n'ont a priori rien en commun. Du côté français, ni le texte du traité de 1564, ni la proclamation de la paix, ni les correspondances diplomatiques ou encore les mémoires relatifs au règne de Charles IX ne font le lien entre cet accord et celui de 1420. Dans le contexte politique et diplomatique des années 1560, elle montre que les deux signataires n'avaient aucun intérêt à exhumer le souvenir du premier traité de Troyes et celui donc de la guerre de Cent Ans. Et pour autant, c'est bien Calais, l'une des premières prises d'Édouard III en 1347 et dernier avant-poste anglais sur le continent, qui est l'enjeu de cet accord de 1564, qui est rendu, donc Calais étant rendu officiellement à la France par ce second traité de Troyes. De leur côté, les souverains anglais continueront à revendiquer la couronne pour eux-mêmes jusqu'au règne de Georges III, au traité d'Amiens de 1802, qui donnera notamment naissance au Royaume-Uni. Le rêve d'Henri V de deux royaumes unis sous une seule couronne a vécu. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci monsieur pour cette intervention extrêmement brillante et qui nous a ramené assez loin finalement dans la Renaissance, ce qui n'est pas, je pense, un mal dans cette maison. On va avoir 5 minutes de questions. Je vais devoir limiter à 5 minutes pour essayer de rattraper un petit peu de notre retard. Et du coup, parole à la salle. Je me permets d'ouvrir la discussion rapidement. Merci beaucoup Arnaud pour cette passionnante conférence. Une question de Béotien. À partir de quand donne-t-on au traité le nom de la ville dans laquelle il a été signé? Et la question c'est, est-ce que l'usage de cette dénomination traité de Troyes se retrouve déjà dans les sources médiévales? C'est une bonne question. J'avoue que je ne me la suis jamais posée. Je pense que c'est assez tardif parce que effectivement, j'ai pas souvenir que dans l'immédiateté du traité, on lui donnait la dénomination de la ville. Je pense que c'est la tradition historiographique à partir peut-être de l'époque moderne, mais oui, dans l'époque moderne. Enfin, clairement, à partir du moment où on parle de honte traité, ça vient assez vite. Ça vient dans les chroniques. Je crois que c'est Monstrelet qui le premier parle de honte traité et il y associe forcément le nom de la ville. Donc oui, ça arrive peut-être dès la fin du 15e. Oui. L'usage général. Je pense, si je peux intervenir, je pense que c'est dû à l'imprimerie en fait, parce que dès les dernières décennies du XVe siècle, on se met à imprimer les textes des traités avec du coup sur la couverture le traité passé dans telle ville à telle date. Et je pense que c'est à partir de là que ça se généralise effectivement, pour s'y repérer. Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a plein de traités avant, de toute façon. Oui, 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 oui. Mais voilà, l'usage de se repérer par le nom de la ville, effectivement, je pense que ça apparaît dans le courant du XVe siècle, ça, oui, dans l'expression courante en tout cas. Bon. Autre question? Mais il n'y a vraiment aucune possibilité qu'on se soit souvenu de cette affaire. Moi, j'y crois pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec Sophie Tégédor sur ce point-là. Je pense qu'il y avait c'est quand même pas un hasard si, alors qu'on est à Troyes, on va rendre Calais à la France. Mais d'après elle, qui a bien étudié le dossier, a priori, on n'y fait pas référence. Que le roi de France y soit, mais que la reine d'Angleterre s'y trouve, ça paraît. On ne va pas à Troyes par hasard. Non, on ne va pas à Troyes par hasard, on y va pas avec plaisir. Mais néanmoins, pour une reine d'Angleterre, de se retrouver à Troyes, ça paraît surprenant. Ceci dit, je ne suis pas certain qu'Élisabeth Ier était présente. Elle n'était pas là. Je pense qu'elle était représentée. Ah oui, ok. Donc c'est quand même un fait. Oui, alors, Laurent, il y a une question juste derrière.
Merci. Oui, j'avais une question sur la décision donc, du roi d'Angleterre de faire revenir une matrice de son grand-père à Londres. Est-ce que cette décision, enfin, sur la modalité donc, de ce transport de matrice, il est documenté? Est-ce que aussi on a des éléments sur justement cette conservation de matrices d'anciens rois qui sont donc visiblement stockées quelque part à Londres et qui sont de fait susceptibles d'être remobilisées même après la mort du sigilant pour lequel elles avaient été faites. Alors sur le premier point, non, c'est pas documenté, hein, c'est une supposition d'Anne Curie. Je pense qu'effectivement, Henri V n'avait pas, dès son arrivée en France, sur le continent, il n'avait pas emporté la matrice. Il a sans doute dû la faire demander. Il avait le temps, a priori, il avait quand même 5-6 mois pour pouvoir la faire venir. Mais le dossier n'est pas documenté, donc c'est Anne Curie qui explique ça. Après, sur le second point, le fait que des matrices de souverains ou de princes territoriaux soient conservées au sein de la chancellerie, ça, c'est pas quelque chose de complètement aberrant. C'est plutôt bien connu. Jean-François Nieusse a travaillé sur ces aspects-là. Donc, le réemploi de matrices précédentes par un souverain ou par un prince, c'est quelque chose qu'on connaît. Après, les modalités, on les connaît sans doute moins bien. Comment étaient-elles conservées? Oui, sans doute à la chancellerie, hein, dans un coffre fermé à clé, on peut le supposer. Jean-Luc, tu as une idée à ce... Le travail de Robert Fatigué, qui date pas d'hier, et qui donc fait de la lumière sur le fait qu'en France, ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'à la mort du roi, le métal de la matrice est distribué, enfin est attribué plutôt, à une abbaye, je ne me rappelle plus laquelle. Donc ce n'est pas une tradition française, ça, la conservation de la matrice du roi dans le trésor. Pour d'autres principautés royaux, ça. Mais visiblement, en Angleterre, oui, c'est visiblement, en tout cas au XIVe, XVe siècle, quelque chose qui a été fait à ce moment-là, et donc, comme je l'expliquais, par Henri IV. Merci beaucoup. Pour rebondir rapidement sur le dossier, pour être sûr d'avoir bien entendu ce que tu disais, en fait, Henri V arrive quand même avec sa matrice personnelle, il l'a avec lui. Donc ça peut pas être pour éviter de promener la matrice royale qu'on a pris la matrice d'Édouard III. Parce qu'en t'entendant, je me suis dit peut-être qu'on fait le choix de ne pas sortir du royaume la matrice, le grand sceau du roi pour le préserver, mais c'est pas le Non, cas. non, c'est pas le cas. Lui, Il le promène. il en a besoin forcément. Il ne sait pas pour combien de temps il va être sur le continent. Il a besoin de son grand sceau. Et en revanche, ça fait le pont avec ce qu'on a évoqué hier sur le scellage avec le scellage de la reine Victoria et cet usage qu'a évoqué Monsieur Poisson pour les rois d'Angleterre de garder pendant quelques générations, enfin quelques mois, quelques années le sceau précédent. Peut-être qu'effectivement c'est une pratique anglaise ancienne. Juste une remarque sur les lattes de soie bleu et rose. En fait, ce sont les couleurs des Lancastres. Donc ça serait intéressant de voir, j'en ai pas d'occurrence, mais ça serait intéressant de voir si c'est un usage de la chancellerie à partir des Je Lancastres. n'ai pas regardé. Oui. C'est vrai que ça m'a interpellé en préparant, mais je ne suis pas allé vérifier si c'était une pratique courante. Merci. Merci Arnaud. Une dernière question, et ensuite on passera à la prochaine intervention. Non, c'était pour rebondir sur le dossier de la conservation des matrices. En fait, au niveau royal, peut-être qu'il y a des différences entre la France et l'Angleterre, mais c'est quelque chose qui est assez commun, notamment pour les villes, où on sait que dans les coffres, dans ce qu'on appelle les arches, on conserve les anciennes matrices, parce que justement, on en a besoin pour vérifier les anciens documents. Et par conséquent, les vieilles matrices sont conservées. Alors, on a quelques descriptions, notamment pour Narbonne. On sait qu'elles sont conservées dans des pochons, etc., que ces pochons sont déposés au fond d'une arche, etc., et on respecte les couches. On superpose les couches au fur et à mesure qu'on remplace les matrices. Donc là, il y aurait tout un débat sur la question de la préservation et la conservation des matrices, parce que je ne suis pas sûr qu'elles soient systématiquement détruites. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Bien, merci. Alors du coup, je vais maintenant passer à l'intervention suivante et donc appeler à la table Monsieur Blanchard pour nous parler de la Lorraine et de la Bourgogne et des démêlés entre Charles le Téméraire et René II. Alors,